Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 15e épisode de l'Instant Sportif, votre podcast qui va parler de tous les sports possibles et imaginables. P.O. Deschamps, toujours en compagnie de Thierry Simard à la co-animation. Et bien sûr, un autre invité qu'on va inviter un peu plus tard dans l'émission qui va venir pour une autre partie du bloc actualité. Cette semaine, on va parler encore de sujets très importants au côté du football, que ce soit NFL ou LCF, également du côté du hockey, de la Formule 1, il y avait un Grand Prix cette fin de semaine, du tennis, tout ça. Mais on va commencer avec l'AF1 en tant que tel. C'était le Grand Prix de Sao Paulo qui avait lieu cette fin de semaine, un week-end sprint. Pour ceux qui adorent les week-end sprints comme moi, courage, il y en reste juste un dans l'année. Après, ça va être terminé jusqu'à l'année prochaine. On prie. Donc, week-end, et que dire que Lando Norris a totalement dominé, totalement. Je vais juste faire une petite récapitulative de son week-end. Premier en séance de salite, premier en qualif sprint, premier pendant la course à sprint, premier des qualifs, premier de la course. Je pense que c'est compliqué de faire pire, comme faire mieux comme week-end. Sincèrement. Ça fait 2 week-ends de suite qu'il est ouais. parfait. Pour vrai, il voulait le championnat, ben il a prouvé qu'il le voulait parce que pour vrai, Oui, 2 week-ends parfaits qui ramassent tous les points possibles. Il ramasse tous les points, puis à côté, tu as un Oscar Piastri qui, lui, ramasse pas tous les points, fait des gaffes. On l'a vu en sprint, il s'est sorti tout seul dans le mur, DNF là-dessus. Là, il était à ce moment-là 3e, je pense, de la course à sprint. Donc, tu sais, c'est quand même un 6 points qu'il va perdre là. Puis il se fait manger un 8 points par rapport au 8. Perdre juste 2 points contre Norris, il en perd 8. Donc, tu sais, c'est déjà pire. Puis là, après la course, il s'est qualifié 4e, a fini 5e, pas été capable de dépasser un George Russell qui pourtant est en perdition avec ses freins. Parce qu'en Piastri, encore un week-end difficile. Puis sincèrement, c'est quand même épique de voir comment dire, Il a sa passé chute là, en tant que... de parfait, aucune erreur, vraiment régulier à faire juste régulier mais Oui. négatif. Puis régulier, ben c'est ça, dans ses erreurs en tant que tel. Puis aussi, s'il y en a certains qui peuvent dire que Lando Norris, pendant un bout de l'année, il était en dessous de Piastri, puis qu'il faisait des gaffes en tant que tel, puis qu'il était moins bon, je peux être d'accord, mais quand Piastri gagnait, Norris finissait quoi? 2, 3, 4, 5 gros max? Piastri, on dirait que depuis que Norris est revenu un top, il finit toujours 4, 5. Ça fait comme 2 mois qu'il n'est pas monté sur le podium, Piastri. Un truc comme ça fait énormément de temps. Tu sais, ça commence à être rough, puis je pense que ça prouve qu'il n'est pas prêt encore à gagner un titre en tant que tel. Il fait beaucoup de gaffes, il a la pression. Là encore, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé. Ben, on va devoir parler de ce qui s'est passé, l'accrochage avec Antonelli et Leclerc à la relance de la safety car d'ailleurs, mais c'est il y a beaucoup de débats sur cet incident-là. Il y a un seul truc, qui a trop squeezé Piastri, qui était déjà à la limite du virage. Il y en a d'autres qui vont aller sur la cause de l'incident de course, que tu sais, ça arrive. Ce qui s'est passé, c'est que Piastri s'est ramassé un 10 secondes de pénalité pour moi, comment j'ai l'action. vu, je sais pas si c'est exactement ça les règles, mais qu'est-ce que j'ai vu? Antonelli était en avant au virage, donc c'était son virage, puis Piastri a lock up les roues. Ouais. Techniquement, c'est ça la règle. C'était ça qu'on avait vu l'année passée, notamment la pénalité que Norris avait pris aux States quand il se battait contre Verstappen. Verstappen, les deux s'étaient poussés large, puis Norris avait pris une pénalité, puis il avait dit oui, mais au point de corde, c'est Verstappen qui était devant. Techniquement, au point de corde, c'est Antonelli qui était devant. Techniquement, puis on le voit, Piastri, il est vraiment arrivé un petit peu trop vite. Il a bloqué les roues, a mal contrôlé son freinage, rentré dans Antonelli, qui a rentré dans Leclerc. C'est pas comme si Antonelli arrivait trop vite pour pas être capable de faire le virage. Sans Piastri, il faisait le virage bien comme faut. Là. Oui. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a eu la pénalité. Là. Donc, rapidement, maintenant, si on peut passer au reste de la course en tant que telle, tout d'abord, juste redire le résultat. Donc, Lando Norris a gagné, bien sûr. Kimi Antonelli, quand même un beau résultat, 2e place, son meilleur résultat en carrière. Quand même une bonne course, à part l'incident au premier tour. Dans les premiers tours, Max Verstappen, 3e, excellente remontée. George Russell, 4e, a fait sa course. Does nothing, finishes P4, Russell. Piastri, 5e, course difficile encore pour lui. Oliver Burman, encore 2. Ça fait 4 week-ends de suite qu'il fait la Q3. C'est plus qu'Ocon dans toute la saison, je peux vous dire comme ça. Puis Burman encore 6e à la régulière, meilleur des autres pour une incroyable course d'Oliver Burman, hyper solide. Les 2 Racing Bulls aussi, Liam Lawson, Isaac Hadjar, 7 et 8. Hülkenberg 9e, a fini 38 tours avec les softs. Il a été pique au niveau de sa gestion. Puis Pierre Gasly 10e, a des points pour Alpine. 2 points cette semaine pour Alpine. C'est quand même impressionnant. Puis sinon, au niveau des abandons, c'est un double DNF Ferrari. Et Gabriel Bortoleto, donc, n'a pas triplé sur son premier Grand Prix national. Pour vous donner un petit indice sur Ferrari, la veille, c'était la finale du championnat d'endurance. C'est Ferrari les champions. Et champions d'endurance. Avec l'équipage de notamment Alessandro Pierguidi et d'Antonio Giovinazzi. Je ne sais pas si Giovinazzi, tu t'en souviens un peu en F1. Mais c'est ça. Donc, maintenant, pas fou en F1. En tout cas, il est champion d'endurance avec Ferrari. Puis Ferrari, champion constructeur, champion pilote. Puis en F1, ça a de la misère à faire des podiums, en même temps que Leclerc est là.
Puis pour clore rapidement le chapitre avec Ferrari, juste pour vous dire que il y a aujourd'hui une déclaration du président de Ferrari, du PDG, John Elkann, qui est sorti dans les médias, qui a dit moi, je vois dans les dernières courses que notre équipe d'ingénieurs s'améliore, puis on a des bons pit stops, puis les pilotes, ce serait le temps qu'ils arrêtent de parler juste pour eux, puis qu'ils arrêtent de parler, puis qu'ils se concentrent sur le pilotage. Comment dire que là, tous les tifosi, sur les fans de Lewis, les fans de Charles, en tout cas, tous les fans de Ferrari, présentement, sont tous unis contre une personne, et c'est lui. Parce que va pas me dire. C'est quelque chose qui va bien avec Ferrari, c'est les pilotes, là. C'est littéralement le meilleur duo de pilote de la grille. Et je pèse mes mots. Ben, équitablement, je parle équitable. Avec McLaren. C'est avec McLaren. Ouais. Sinon, c'est top 2. Ben, c'est top 2. Ouais, il y a un débat à avoir. Ouais. En tout cas, tu sais, c'est un des meilleurs duos de pilote de la grille. Tu parles de Lewis Hamilton, qui est un septuple champion du monde, qui a tous les records de victoire, de pole, de podium que tu veux. T'as Leclerc, que ça fait 7 ans qu'il dévoue sa vie, puis même plus avec les années d'académie, qui dévoue sa vie à Ferrari, sa carrière. Il est en train de waster les meilleures années de sa carrière dans un char de merde qui performe pas. Puis lui, il dit, non, je veux rester, je veux être champion avec Ferrari. On parle du même Leclerc en pensant qu'il y a 2 ans à Abu Dhabi, a volontairement laissé passer Perez en fin de course pour que lui laisser assez de temps avec sa pénalité pour pas que Russell finisse devant lui, puis que Mercedes récupère la 2e place au constructeur à Ferrari. On parle du même pilote. Puis là, t'as le président qui va dire « Ouais, mais ça serait le temps qu'il pense plus à l'équipe qu'à eux. » Bro, j'ai juste envie de te dire, puis désolé de mon langage, ferme ta gueule. Genre, pour elle, c'est comme... Bro, ça paraît que tu connais rien. Genre, sincèrement, t'es 2 des meilleurs pilotes de la grille. Puis tu dis... Ferrari, depuis leur dernier titre avec Raikkonen, ils ont eu comme pilote Alonso, ils ont eu Vettel, ils ont eu Hamilton, ils ont eu Raikkonen, qui même si ça allait moins bien... Ça restait qu'ils étaient quand même très solides. Ils ont eu Sainz, ils ont eu Leclerc, ils ont eu Hamilton. C'est tous des excellents pilotes, même. Il y a plusieurs. C'est des champions du monde ou des champions du monde ou des gens qui ont le potentiel de l'être, puis ils n'ont pas été champions. Ils ont tout changé. Ils ont changé les pilotes, ils ont changé les team principals, ils ont changé les philosophies de Charles. Il y a un truc qui n'a pas changé, c'est comme la philosophie dans l'équipe, c'est peut-être ça. Il faudrait que ça change parce que Ferrari, ça ne gagnera plus. J'ai l'impression, puis Leclerc, je trouve ça vraiment triste, qui est en train de perdre les meilleures années de sa vie à donner tout à une équipe et que l'équipe il chie dans les mains, totalement. En tout cas, ça c'est mon petit crush out sur John Elkann. Vraiment des commentaires totalement stupides. J'ai jamais vu ça. J'étais comme, il se prend pour qui? Vas-y piloter ta poubelle. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas rendre compte que Leclerc et Lewis ils font ce qu'ils peuvent avec ta poubelle. Si Ferrari ont des podiums cette année, c'est pas mal juste à cause de Leclerc. Là. Il n'y a pas vraiment de... Il y a eu des circonstances atténuantes aussi, mais... Pas sûr qu'un pilote bien moyen allait en chercher. Là. Il faut un excellent pilote, puis c'est ce qu'ils sont capables de faire. En tout cas. Ben juste la défense de Leclerc, c'était pas cette course-ci, l'autre d'avant, quand il est défendu pendant plusieurs... c'est pas à cause du char, là. Non, pas mal pas. Non, vraiment pas. C'est à cause du pilote, en tant que tel, avec son intelligence pis tout. Sinon, pour ce qui est de la F1, maintenant que le crash-out sur John Elkann est fini, il reste 3 Grands Prix. Le prochain, c'est dans 2 fins de semaine à Las Vegas. On finit la saison avec un triple header. Donc, Las Vegas, le Qatar et Abu Dhabi. En tant que tel. Donc, Las Vegas, ce qui est un petit peu spécial, c'est que la course au niveau de l'Amérique du Nord, ça va avoir lieu le samedi. Donc, en gros, le départ va être à 10h du soir, le samedi, je crois, ou à 11h du soir. 11h du soir jusqu'à 1h du matin le dimanche, en tant que tel. Donc, c'est ça, ça va avoir lieu. Puis les qualifs, ça va être environ dans cette heure-là. Si je peux aller rapidement au niveau du classement pilote, Norris mène toujours maintenant avec ses 33 points d'avance sur Oscar Piastri. Donc, c'est... ou 23 points? Ouais, 23 points, excusez. Non, 24 points, excusez. Non, 24 points. Les maths, ça va pas ou... Mais j'ai coulé les maths de secondaire. Ouais, je pense que c'est 24 points puis 49 devant Max. C'est 24 points devant Oscar Piastri puis 49 points devant Max Verstappen. Avec le week-end de cette fin de semaine, George Russell est officiellement éliminé de la course au titre. On n'est pas très surpris, mais pareil. Non, pas tant. C'est que là, il y a juste ces 3-là qui peuvent jouer le titre. Puis encore le Max, ça commence à être 41 points. Il va falloir vraiment un miracle. Puis sinon, au niveau du constructeur, bon, on sait que c'est plié depuis longtemps avec McLaren. Par contre, la bataille pour la 2e place avec Verstappen qui a réussi à remonter 3e, les 2 Mercedes qui ont fini 2 et 4 et le double DNF de Ferrari. Fait que maintenant, Mercedes aura pris la 2e place au constructeur avec 398 points. Red Bull 366 et Ferrari 362. Donc Red Bull ont redépassé Ferrari. À voir comment Max est quand même capable. Moi, sincèrement, que Ferrari finisse 4e, ça me surprendrait pas. Puis là, après, Elkann va dire que c'est sa faute des pilotes, bien sûr. Donc, c'est ça au niveau du constructeur. Sinon, il y a toujours la bataille pour la 6e place qui est à suivre. Racing Bulls, 82 points. Aston, 72. Haas, 70. Et Kick Sauber, 62. 20 points d'écart entre la 6e et la 9e place.
très serré quand même. Et 60 points entre la 6e et la 10e place, mais ça, c'est Alpine. C'est bon. Donc, c'était tout du côté de la Formule 1 en tant que tel. Maintenant, on peut aller au côté du football. Le football, vous allez voir cette semaine au niveau de la NFL, la semaine 10, déjà, il y a encore des matchs qui n'ont pas de rapport au niveau des résultats. C'est pas ce qu'on attendait. C'est du gros n'importe quoi cette semaine-là, pour vrai. Là. On pensait que ça pouvait pas être encore pire, mais c'est encore pire du un peu n'importe quoi. Là. Puis là, vous allez voir que la semaine, elle a commencé avec un match nul, puis elle s'est terminée avec un match nul. Genre, ce que je veux dire, pas nul, parce que c'est un match qui a fini égalité. Je veux dire un match plate à regarder. On a commencé avec probablement, je sais que j'écoute pas le football depuis énormément longtemps, mais probablement le pire match de football que j'ai vu de ma vie. Broncos Raiders, ça s'est fini 10-7 pour les Broncos. Sincèrement, là. Les Broncos ont bien beau être 8-2, là. On se pose des questions. C'est pas un 8-2 très convaincant, disons. C'est comme les Chiefs l'année passée. C'est un 8-2 frauduleux, je trouve. Là. Sincèrement, là, l'année passée, les Chiefs, c'était un 15-2 frauduleux. Les Broncos, je pense que c'est un 8-2 frauduleux. J'ai vu un meme. C'est comme le meme, c'est le garçon qui choisit entre deux chemins, entre un château tout clair et un château hanté. C'était genre Bo Nix. Le petit garçon, c'était Bo Nix. Il fallait qu'il décide où tel jeu, il était quel carrière. Soit il allait du côté lumineux, puis que c'était Josh Allen. Il allait du côté obscur, puis c'était toi, Tagola. Comme à chaque jeu, Bo Nix décide il est quel carrière entre les deux. Donc, en tant que tel, c'est un match très rough à regarder. C'est 17 pour les Broncos. En tout cas, il y a eu 2 touchés puis 1 botté. C'est ça qu'il a donné. Il y a eu plein d'interceptions. Ça a tellement mal joué en tant que tel. Sinon, du côté, il y avait un match à Berlin dimanche matin entre les Colts et les Falcons. Daniel Jones n'a pas eu un match très très facile. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que Jonathan Taylor a vraiment carry les Colts là-dessus. Victoire de 31-25 d'Indianapolis sans prolongation. Quand même, ça s'est rendu en prolongation. Mais pareil, c'est une victoire des Colts qui reviennent de leur défaite de la semaine dernière contre les Steelers. Puis donc là, ils s'en viennent en bye week avec une fiche de 8-2. On s'y attendait vraiment pas à ça. Non, en début de saison, on n'aurait jamais prédit ça. Et quand tu as dit que Jonathan Taylor a sauvé le match, il y a 3 touchés et 286 verges, dont 244 par la course. Donc vraiment, il continue sa très bonne saison. Au moins, il a pu sauver Daniel Jones. Mais là, la question, c'est est-ce que les Colts, ça va juste être une saison incroyable? Est-ce qu'en playoff, on va être capable de poursuivre? Parce que Daniel Jones, comme tu l'as dit, ça fait une couple de matchs qui joue pas fou, là. Il joue moyen, mais en tant que tel, il y a encore le temps de se reprendre. Puis là aussi, il s'en vient en bye week, donc ils sont peut-être probablement fatigués aussi. C'est une des seules équipes qui n'a pas eu de bye week encore. Donc ça va être à suivre dans les prochaines semaines. Sinon, la semaine dernière, les Panthers qui avaient un peu causé la surprise parce qu'ils avaient battu les Packers. Ils avaient battu les Packers. Et bien là, ils ont perdu 17-7 contre les Saints. Une autre fois, on pensait que les Panthers commençaient à être une pas pire équipe, qui pouvait surprendre ici et là, puis là, ils perdent contre une équipe qui était 1-8 avant le match, qui sont maintenant à leur deuxième victoire. Un match aussi un peu très beau pointage, 17-7, donc très décevant de ce côté-là, du côté des Panthers. Effectivement, sinon les Bears ont eu chaud, ont eu l'arrière pendant longtemps dans le match, finalement ils ont réussi à remonter puis à l'emporter 24-20 contre les Giants de New York, puis comme si une blessure ou deux c'était pas assez pour les Giants, maintenant qu'on apprend que Jackson Dart est blessé. Et est-ce que sa saison est terminée ou c'est. J'ai pas vu encore, mais c'était commotion cérébrale, donc ils vont prendre leur temps. Surtout que son 2-8, là, c'est pas comme si elle avait besoin pour faire un push pour les playoffs. Là. Puis là, t'as plus Malik Neighbors, t'as plus Cam Scalabou, puis là, t'as plus Jackson Dart. 3 jeunes, le fun à regarder. Déjà que c'est pas une bonne équipe, c'était en plus pas ces 3 joueurs-là. Ben écoute, je suis hâte de voir Russell Wilson, ce qu'il va faire. Ou sinon, il y a Kirk Cousins à Atlanta qui a dit qu'il voulait être QB1. Peut-être qu'il peut aller à New York. Je sais pas s'il veut être QB1 pour une équipe 2-8. Là. Bah, pareil, ça reste QB1. Ouais, j'avoue. Au moins, tu peux jouer. Il va se faire avec Joe Flacco quand Joe Burrow va venir. Tu sais, ça va être ça. Au moins que Joe Flacco reste à Cincinnati. En tout cas, sinon les Jaguars, aussi les Jaguars, le problème cette année, c'est que leur donner une avance, c'est pas un bon signe, surtout quand c'est une grosse avance, parce qu'ils menaient par 19 points en entrée du 4e quart. Ils ont trouvé moyen de perdre 36-29 contre les Texans. Donc ça a fait mal aussi. Ça, c'est un autre match qu'on comprend pas. Okay. Jaguars, très bonne défense. Texans, difficile en attaque. Avec leur deuxième quart arrière, réussi à faire 26 points dans le même quart. Oui, c'est vrai, leur deuxième quart arrière. Genre, ils font pas de points d'habitude, ils en font 26 dans le même quart contre une bonne défense. Genre, expliquez-moi la logique là-dedans. Là. Donc, effectivement, c'est quand même assez bizarre. Puis les Texans qui reviennent bien, puis ça les remet un peu dans la course pour les séries. Puis les Jaguars, les Jaguars, ils sont encore dans la course, mais sincèrement, s'il fallait que je mette un 2 sur une équipe qui est présentement 5-4 qui ferait les séries, ça serait pas sur les Jaguars. Non. Donc, pour bien être honnête, là, je trouve pas que c'est l'équipe la plus concluante en tant que telle cette saison.
Sinon, il y a les Dolphins qui ont signé la semaine dernière. Après la fin du match, ils ont renvoyé leur directeur général. Donc là, ils ont gagné cette semaine. Donc on s'est dit, tu sais, ça doit être une adversaire pas trop dur. Mais tu sais, ça leur a donné de la motivation. On dit, OK, on va se forcer. Ça compte les Bills. Puis ça a été gagné facilement, là, 30-13. Non, c'est ça. Tu sais, c'était pas serré. Là. Ça a fini 30-13 pour Miami. Ça a été 16-0 un bout. Donc, tu sais, je pense, mais même pas après une demi, c'était encore 16-0. Ben, moi, quand je l'ai regardé, c'était pas mal ça. Après. Fait que, tu sais, ils ont au moins tenu l'attaque des Bills blanchie pendant une demi. Là. Puis Josh Allen n'a pas aussi lancé une interception dans la zone début en tant que tel. Oui, il était proche de la zone début, il pouvait revenir. C'était, si je me trompe pas, c'était comme 13-0 à ce moment-là. Il pouvait revenir proche, direct dans les bras. Genre, c'était même pas proche, là, c'était direct dans les bras du joueur adverse. Puis ouais, après une demi, c'était. Même après 3 quarts, les 13 points des Bills au 4e quart. Ouais, non, pour elle, c'est pour dire comment ça a été abysmal, les Bills. Puis, tu sais, la semaine dernière, ils jouent un match hyper concluant, ils gagnent contre les Chiefs. En plus, les Chiefs, c'était sur une bonne montée. Là, cette semaine, tu perds par 17 points contre une des pires équipes de la Ligue. Genre, si tu me dis, quelle équipe vraiment t'es confiant qu'ils pourraient aller au Super Bowl, l'emporter, puis que genre, il y en a pas. Il y a même pas 3-4 équipes, t'as le goût de dire. Toutes les équipes sont comme mauvaises, mais bonnes, mais mauvaises, genre. Ouais. Non, ça rend ça intéressant aussi, on va se le dire. Mais pareil, mais ça rend ça intéressant, mais ça rend ça, genre, c'est du gros n'importe quoi. Les Ravens qui sont plus que jamais de retour dans la course aussi aux séries, victoire de 27-19 contre les Vikings du Minnesota. Là, maintenant, les Ravens qui sont 4-5, on sait qu'ils sont notamment dans la même division que les Steelers. Et les Steelers, on va en parler un petit peu plus tard, mais avoir le match qu'ils ont joué hier à Pittsburgh. Ben, les Steelers sont 5-4, puis les Ravens 4-5, puis c'est eux les tops de leur division. Ouais. Les Ravens vont probablement gagner la division, même avec leur début dégueulasse. Alors qu'ils ont été. Ils étaient 1-5, c'est ça, ils étaient 1-5. Ils sont sur 3 victoires consécutives. Ouais. C'est rough cette division-là, là, très. C'est comme, ça me rappelle la division des Bucks il y a quelques années, parce que les Bucks gagnaient la division en étant 8-9. C'est comme ça, c'est arrivé aussi. Donc en tant que tel, victoire des Ravens. Sinon, un gros match, le match le plus attendu, Jets-Browns. On l'attendait tous, bien sûr. Et je suis content d'avoir eu de l'optimisme envers les Jets en me disant, peut-être qu'ils vont gagner parce qu'ils ont gagné 2 victoires de suite! Oui! Hey, là, on tente le comeback. Ça a commencé 0-7, ça va finir 10-7. Ils veulent voler le comeback de l'année aux Ravens. Ils veulent de 0-7 à 17. Oui, exactement. Donc, victoire des Jets, 27-20 contre les Browns de Cleveland. Quand même un gros match. On sait, les Jets, c'est pas tellement une défense qui a tant de difficultés en tant que ça. Des fois, c'est souvent l'attaque qui marchait pas. Parce que, tu sais, il y a des matchs, notamment contre les Broncos, il a perdu 13-11, tu sais, il accordait pas tant de points, il en marquait pas. Puis là, 27 points, puis on sait contre les Bengals, il en avait marqué une quarantaine aussi. Ouais, mais Bengals, même moi, je ferais 4 touchés. Ouais, c'est vrai, on va se le dire. Mais ouais, en tout cas. Donc, tu sais, les Jets, ça va bien. Là, ils sont en train de choquer le premier show total. Mais. On dirait que tout le monde gagne une game ici et là. Faudrait juste pas qu'ils en gagnent 3-4, là. Ouais, c'est ça. Il fallait se calmer. Faut leur rappeler leur plan. Sinon, un des matchs qui était plus intéressant, c'est entre les Buccaneers et les Patriots. Il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, les Patriots, ça date cette année. À part les Bills, ils n'ont pas battu tant des bonnes équipes que ça. Puis même les Bills, ça va moyen. Ouais, les Bills, ça perd contre les Dolphins. Donc, tu sais, puis contre qui donc? Les Falcons qui ont perdu aussi. Les Falcons qui sont 3-6. Genre, toutes leurs victoires, à part les Chiefs, c'est toutes contre des équipes genre 2-6, puis des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. En tant que tel. Donc là, on se disait, les Patriots, tu sais, ils n'ont pas battu des si bonnes équipes que ça, fait qu'ils devraient perdre. Ben non, victoire de 28-23 contre les Buccaneers. C'est sûr que ça n'a pas été un match parfait du côté de la Nouvelle-Angleterre, mais c'est une victoire qu'il fallait aller chercher. Une victoire très importante, ça les met 8-2. Puis Patriots, c'est peut-être une des seules équipes qui est relativement constante cette année, en tant que telle, relativement. Mais j'ai pas plus le goût de... Ouais. Genre, si j'avais à parier qui gagne en série, ça serait pas les Pats, ça. Non, effectivement. Puis, sinon, une autre équipe qui est assez surprenante cette année, c'est les Seahawks de Seattle. Moi, écoutez, en tant que fan des Cardinals, j'ai regardé ce match-là. Le dernier match, les Cardinals l'ont remporté contre les Cowboys de Dallas. La semaine passée, je me suis dit, bon, on a gagné un match. Je suis optimiste. Jacoby Brissett, il a l'air de vraiment bien faire ça au niveau en tant que corps arrière, tu sais. Il monopolise plus l'attaque que faisait Kyler Murray. En tout cas, il génère plus de jeux, plus de passes. Après un quart, c'était 21-0 Seattle. Après ça, une minute dans le deuxième, un autre touché. C'était un autre touché. Donc, j'étais comme, je me laisse faire. J'ai arrêté d'écouter le match à ce moment-là. Les Seahawks qui l'ont remporté finalement 44-22. Donc, ça a été assez rough. Et pour tous les gens qui disent, wow, finalement, Kyler Murray, c'est pas le problème. Jacoby Brissett, il aussi.
Tu sais, Jacoby Brissett est quand même lancé pour 1 ou 2 touchés dans le match. Donc, je pense pas que le. Tu sais, si t'accordes 44 points, c'est peut-être déjà que la def est pas si bonne. Puis il y a eu beaucoup de revirements, là. Beaucoup de revirements au niveau de l'attaque. La ligne offensive n'a pas été incroyable non plus du côté des Cardinals. Il y a beaucoup de gens qui veulent la tête du coach. Puis on sait que les Cardinals, ça, c'est une stat qui est quand même assez impressionnante. Les Cardinals n'ont jamais eu, je crois, plus de 5 ou 6 saisons consécutives dans leur histoire avec le même coach. Puis on sait que les Cardinals, c'est au niveau de l'historique de la NFL, c'est l'équipe la plus vieille. C'est l'équipe la plus vieille de toute la NFL. Au complet, c'est Ils comme. n'ont jamais eu un coach plus que. 5-6 ans, je pense. Mais ça, je me souviens bien des statistiques. Mais là, il y a peut-être une équipe qui pourrait Ouais. plus confiance, les Rams. Oui. En plus, une bonne victoire contre les 49ers, 42-26. Un gars comme Matthew Stafford, lui, je serais plus confiant en allant en playoff pour une équipe comme les Rams qui pourrait se rendre loin. Là. Ça c'est une équipe que je peux plus confiance. Là. Puis il les a déjà amenés aussi. Il a déjà gagné un Super Bowl avec LA en 2022. Donc, il y a l'expérience. Puis les 49ers, tranquillement, j'ai l'impression que les blessures commencent un petit peu. Tu sais, quand des bonnes équipes, ça fait un peu plus mal. Maintenant, ils sont 6-4. Donc, ça fait mal de ce côté-là. Donc là, victoire de 44-22 des Lions contre les Commanders. Les Commanders sans Jaden Daniels. Puis, les Commanders, je pense qu'on va falloir oublier leur succès de l'année dernière parce qu'on est 3-7. J'ai l'impression que c'était plus wow, ça a été compliqué. Ça a été une saison qui avait pas rapport. Là. Ouais, one hit wonder, comme on dit. Donc, en tant que tel, c'est rough pour les Commanders. Les Lions, maintenant, qui sont 6-3. Sinon, le match de dimanche soir entre les Steelers et les Chargers, les Steelers ont été totalement anémiques au niveau de l'attaque. On n'a rien généré. Ils ont marqué un botté de 3 points dans le premier quart. Ils n'ont rien marqué avant le dernier tiers du quatrième quart. Ils n'ont rien fait. Finalement, Aaron Rodgers de la première semaine, c'était pas un avant-goût de toute l'année. Hein? Non, mais Aaron Rodgers, j'ai pas envie de dire que c'est de sa faute nécessairement. Là. La O-line, j'ai regardé le match hier, puis ça générait rien, là, absolument rien du tout. Ça avait de la misère à retenir les Chargers. En tant que tel, les Chargers ont très bien joué. Ça aussi, c'est une équipe, les Chargers comme les Rams, que j'ai peut-être plus confiance. Justin Herbert, on sait, c'est un bon QB. Ils ont été pas mal constants la plupart de l'année. Ils ont eu des bonnes victoires contre des bonnes équipes comme les Chiefs, des trucs comme ça. Donc ça aussi, c'est peut-être une équipe. Si j'avais à dire des équipes que je trouve que vraiment ils me portent confiance, il y a les Rams, les Lions, les Chargers. Il y a une équipe que j'avais, c'était les Buccaneers, mais là ça fait une couple de défaites que je suis moins sûr. Mais aussi ça fait que Buck Irving n'est pas là depuis un petit bout. Donc c'est plus ces équipes-là que je serais enclin à voter. Et les Chiefs et les Eagles, parce que c'est toujours des bonnes équipes en série, mais même en saison, ils ne nous donnent pas confiance. Ouais. Effectivement, puis justement, parlant des Eagles, ils jouaient ce soir, lundi soir en tant que tel, contre les Packers. Un autre gros match qui s'est fini 10-7. L'attaque des Eagles, souvent, là... Ah non, c'est rough, là. Au moins, ils accordent pas de points, mais ça aussi, les Packers, là, je trouve que c'est une équipe qui avait une bonne fiche un petit peu frauduleuse. Hein. Sincèrement, ils sont 5-3-1. Mais en plus, tous leurs matchs, quand tu les écoutes, c'est genre, ouais, c'est pas convaincant. Non, ils sont pas satisfaisants, c'est stressant. T'sais. Les fans des Packers à la date, j'ai pas l'impression qu'une victoire se sont dit, ah, ok, vraiment satisfaisant, pis tout. Puis leur défaite non plus, c'est contre les Panthers, contre les Browns. Genre, il y a eu le premier match de la saison contre les Lions, je me souviens. On était genre, les Packers ont dominé toute l'année, ont vraiment été dominants. Ils ont pas laissé la course faire des points. Mais après ça, ils ont gagné contre les Cards par 4 points, contre les Steelers. Ils ont perdu contre les Panthers, ils ont perdu contre les Browns. Ils ont égalisé contre les Cowboys. Une victoire contre les Commanders, comme on voit, les Commanders sont pas fous. Donc, c'est vrai que c'est pas tant convaincant à part la première victoire de la saison. Là. Effectivement, en tant que tel. Donc, les Packers, maintenant, qui sont 5-3-1 et les Eagles qui sont 7-2. Donc, c'est les Eagles, on dirait les Chiefs l'année passée. À chaque semaine, t'es genre, ouais. Mais c'est 7-2. Ils gagnent, ils trouvent tout le temps une façon de gagner. Puis c'est pas non plus un peu comme les Packers que c'est frauduleux. Je trouve qu'ils gagnent plus souvent convaincant les Eagles. Ils ont eu quelques performances qui étaient genre ok, les Eagles sont là. Mais comme là, 10 points seulement, c'est compliqué. Ils ont quand même réussi à battre des bonnes équipes comme les Rams, ils ont battu les Buccaneers, ils ont battu les Chiefs. Les Vikings, c'est quand même correct. Donc ça reste à voir parce qu'ils ont aussi perdu contre des équipes comme les Giants, qui est vraiment une équipe moins forte. Vraiment. En tant que tel. Donc, ça, c'était tout pour la semaine 10. Rapidement, pour la semaine 11, jeudi, si on comprend la logique de la Ligue, cette année, les Jets devraient battre les Patriots. Normalement, si on suit la logique. Et donc, Patriots, Jets, on va voir si Drake May peut encore faire une bonne performance. Puis, j'en doute pas. Il joue très, très bien depuis le début de l'année. Là, par contre, prière aux fans qui vont être à Madrid pour le match de dimanche matin
à 9h30 parce qu'il y a un match à Madrid. Dolphins Commanders. On C'est dirait pas le que match tous les matchs en Europe, ils ont fait exprès de donner des matchs qu'on. Pas qu'on s'en fout, mais qu'on s'en fout. Les Dolphins Commanders, c'est rough, là. C'est rough en tant que tel, là. Ben, tu sais, en même temps, ils ont vendu ça au début de l'année. Tu disais les Commanders, l'année passée, ils étaient bons. Jaden Daniels, tout. Tyreek Là, c'est Hill, sûr que là, ça peut-être un donne pas. bounce back. Ouais. Non, mais là, ça donne pas envie. Non. Deux équipes qui sont 3-7 en tant que tel. J'espère que moi, il va y avoir beaucoup de points. Que toi va lancer beaucoup d'interceptions. Je sais pas. Peut-être ça peut donner du suspense dans le match. Mais là, il a bien joué contre les Bills. Fait que, écoute, ça va être à surveiller. Sinon, dimanche, Falcons-Panthers aussi, c'est en tout cas, les Panthers, on va voir s'ils peuvent se reprendre, aller chercher une victoire. Mais c'était pas eux qui avaient battu les Falcons justement genre 30-0 Oui, il y a une couple de oui, semaines. oui, c'est Là. leur deuxième affrontement, oui. C'est en début de la saison, les Panthers Ouais, qui avaient blanchi les 30-0. Falcons 30-0. Est-ce que Qui a les pas été un Falcons vont gros. vouloir se venger? On sait Ouais. jamais. Ça va être surveillé de ce côté-là. Bills Buccaneers, ça va être un match très très intéressant. On va voir c'est laquelle des deux qui peuvent se reprendre de leur défaite de cette semaine. Puis encore là, on va dire que les Buccaneers, entre les deux, c'est eux qui ont la défaite la moins gênante, là, parce que là, c'était contre les Patriots, c'est pas une mauvaise équipe non plus. Là. Les Bills, c'est contre les Dolphins, donc ça va être à surveiller. Jaguars Chargers, ça va être important pour les Jaguars s'ils veulent vraiment se maintenir en série. Ou sinon, tranquillement, on va pouvoir commencer à effacer ce rêve-là. Vikings Bears, ça va être intéressant ça va être important pour les Vikings, puis pour les Bears aussi. Les Bears Bonne ont fiche. 6 victoires, 3 défaites, une excellente fiche pour Chicago. S'ils peuvent rester dans la lutte, Vikings, s'ils peuvent rester dans la lutte aussi en tant que tel, ça va être à surveiller. Sinon, là, ça va être les Giants, probablement avec Russell Wilson contre les Packers. Donc là, les Packers, s'ils échappent ce match-là, il y a vraiment un problème en tant que tel. C'est aussi en espérant qu'ils peuvent se reprendre. Steelers-Bengals, on a-tu un petit remake du Hunk Ball? Hey, ça serait sympathique. Ouais, c'était Un vraiment petit un bon remake match, du Hunk on Ball. se souvient. Là. Aaron Rodgers contre Joe Flacco, ça va être à surveiller. Depuis ce temps-là, les Bengals n'ont pas regagné le match. Mais ça peut être un match très important pour le classement de cette division-là. Parce que comme on le sait, oui, les Bengals, les deux sont dans la même division. Les Bengals sont 3-6, mais comme on le sait, c'est les Steelers qui sont premiers de la division 5-4. Ouais. Donc si les Steelers perdent, les Bengals gagnent, sont à un match de la tête. Là. Ils sont 4-6, les Steelers seraient 5-5, puis là, si les Ravens gagnent, ben, ils seraient 5-5 aussi. Que rien n'est joué donc, encore ça... pour les Bengals. Non, effectivement, même si là, tu perds contre les Jets, ça fait mal un peu. Puis sinon, Texans, s'ils veulent vraiment rester dans la lutte pour les séries, il va falloir battre les Titans, qui sont 1-8. En espérant que ça marche. Ouais, mais on sait pas. Là, on sait que CJ Stroud a manqué le match de cette semaine. Est-ce qu'il va revenir la semaine prochaine? Ça va être à surveiller. Sinon, dimanche après-midi, un petit peu plus tard, les Cardinals qui vont affronter pour une deuxième fois cette saison les 49ers. On va voir si là, la O-line peut stopper des trucs. Ce serait le fun de temps en temps. En tant que tel, sinon, Rams Seahawks. Ça va peut-être un match très très intéressant à suivre aussi à 16h05 en tant que tel. C'est juste que peut-être au Canada, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder ce match-là. Ouais. En tout cas, pas la fin, parce qu'il va y avoir un autre match qui va être intéressant à suivre. On y revient dans quelques instants. Donc, Rams Seahawks, deux équipes qui sont 7-2, des excellentes fiches. En tant que tel, on va voir si laquelle qui va remporter, mais ça va être un excellent duel. Les Ravens, s'ils veulent vraiment revenir, là, ça peut être une très bonne occasion d'être à 500. Ils se jouent contre les Browns. On sait qu'ils sont pas une très très bonne équipe. Non. Ils sont mais il faut faire attention, ils ont battu des équipes comme les Packers, donc ils ont quand même une bonne défense, donc il faut faire attention. Donc il faut faire attention, ouais, exactement. Il faut faire attention de ce côté-là, mais les Ravens, ça reste les Browns. Ouais, ça reste les Browns. Puis les Ravens, ça va quand même mieux depuis que Lamar est revenu. Puis sinon, Chiefs, Broncos, on va voir si là, les Broncos, c'est vraiment frauduleux leur 8-2 ou s'ils sont actually relevant. Parce que les Chiefs, on sait les Chiefs, c'est vraiment coup-ci cette saison, présentement pas en position de faire les séries. Toutefois, ils vont revenir d'un bye week. On sait la fiche de Mahomes quand il revient d'un bye week, il est 22-9 en carrière, je pense. Donc, je pense que les Chiefs partent quand même favoris de ce match-là. Mais ça va être à surveiller. Tu sais, Bonick, je pense que autant sur un jeu, il peut être prime Josh Allen comme il peut être prime toi. Donc, tu sais, c'est comme. Ben, les Chiefs, oui, sont 5-4, mais si on enlève les deux premiers matchs de la saison, c'est 5-2. Puis leur défaite, la dernière, c'est contre les Bills. Donc, c'est quand même respectable. Ils jouent mieux qu'en début de saison dans leurs deux premiers matchs. Là. En tant que tel, donc, ça va être quand même à surveiller, mais ça va être important pour les Chiefs, parce que là, si on perd, on se ramasse à 5-5. Puis ils sont dans une quand même forte division, donc il faut faire attention. Là. Parce qu'on sait les Chargers sont dans la même division que les Chargers et les Ben, ils sont. En ce moment, avant cette semaine, ils faisaient pas les séries. Si les séries commençaient maintenant, puis ils n'ont pas joué. Donc ça m'étonnerait qu'ils ont monté dans le classement. Là. Et les Chiefs, leur division, juste pour vous dire, c'est justement Broncos, Chargers, Chiefs, Raiders. Donc Broncos qui sont 8-2, puis les Chargers qui sont 7-3. Là. Donc eux, faut vraiment qu'ils ramassent des points pour pouvoir se sneak dans les équipes repêchées. Là.
Oui, effectivement, ça va être important pour Kansas City. Sinon, dimanche soir, Eagles-Lyon, ça va être un match très intéressant. On va voir si l'offensive des Eagles peut Oh, marcher ça va être vraiment un très bon match celui-là. contre les Lions aussi. En tant que tel, les Lions ont une très bonne offensive. Puis sinon, c'est juste valable qu'ils n'ont pas gardé le. Ben, en même temps, je sais pas c'est quoi qui est mieux entre le football du lundi soir et le football du dimanche soir. Parce que là, lundi soir, c'est Raiders-Cowboys. C'est pas sûr que tout le monde va être devant sa télé pour écouter ce match-là. Il peut avoir beaucoup de points au moins. Oui, ça peut être un match intéressant. À voir si on veut. Ben, tu sais, on peut regarder ce match-là et dire, il va faire avoir des points. Il va avoir des points, mais des points qu'on s'en fout parce que les deux équipes vont pas probablement Ces deux équipes, les Cowboys sont 3-5-1, les Raiders sont 2-7. Deux équipes en bye week, ça va être les Colts, c'est les Colts et les Saints pour la semaine 11 en tant que tel. Donc c'est tout pour le tour des matchs de la NFL en tant que tel. Maintenant, on va continuer du côté du football parce que c'était la LCF. Tout d'abord, il y avait les finales d'association. Les Alouettes de Montréal qui ont remporté leur match 19-16 contre les Tiger Cats Hamilton. Donc pour une deuxième fois en 3 ans, les Alouettes qui vont s'en aller en finale de la Coupe Grey. Ils l'avaient remporté en 2023, il y a 2 ans. Par contre, ça n'a pas été un match qui a été très, très sensationnel du côté de l'offensive. Parce qu'en gros, pour vous donner une idée, sur les 19 points marqués par les Alouettes, 13 ont été marqués par le botteur. Donc en gros, le botteur, il a fait 4 bottées pour faire 12 points, plus le converti après un touché. Ouais. Donc il n'y a pas eu grand touché, il n'y a pas eu de jeu tant fou que ça. C'est plus la défense des deux côtés qui a quand même bien joué. Il y avait souvent 2 jeux bottés, ça allait vraiment bien. Puis moi je l'avais dit, Alexander, c'est pas été lui c'est pas le meilleur match de sa carrière, mais toujours pas perdu. Et ça fait ça fait 3 ans ou 4 que l'équipe qui est deuxième dans l'Est va au Super Bowl. À la Coupe Grey, désolé. Je me mélange tout le temps, même si je sais lequel il y a, je dis pas le bon terme. Mais comme l'année passée, c'était les Argonauts qui avaient battu les Alouettes qui étaient premiers. Et l'année d'avant, c'était les Alouettes qui avaient battu les Argos qui étaient premiers. Donc ça fait 3 ans de suite que c'est la deuxième équipe qui passe. Puis du côté de l'Ouest, c'est les Rough Riders de Saskatchewan qui ont remporté aussi un match serré, victoire de 24-21 contre les Lions de la Colombie-Britannique. Donc on a notre finale de la Coupe Grey, ça va être Alouettes de Montréal contre les Rough Riders de la Saskatchewan. Aussi, une autre statistique que j'ai oublié de dire pour les Alouettes, c'est la première fois qu'ils battaient les Tiger Cats en finale d'association depuis 1970, donc ça faisait très très longtemps. C'était le temps. En tant que tel. C'était le temps, effectivement. Donc, la Coupe Grey qui va avoir lieu, la finale, dimanche prochain, dimanche le 16 novembre, à partir de 18h. Ouais, si je me trompe pas. Si vous voulez savoir aussi le spectacle de la mi-temps, ça va être fait par Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly, si vous ne savez pas c'est qui, c'est un gars qui est sorti avec Megan Fox un bout, si vous voulez savoir, en tant que tel. Ou sinon, il y a une toune dans le soundtrack de NHL 22. Puis, il avait fait aussi le show du match des étoiles 2022 dans la LNH. Je sais pas si t'en souviens PO, mais en tout cas, moi je m'en souviens un peu. Mais donc c'est ça. Puis, en tout cas, vous aimez ou vous aimez pas en tant que tel. C'est un style de musique quand même assez particulier. Donc c'est lui qui va faire le spectacle. Mais en tant que tel, pour ta prédiction, écoute, on dirait que j'ai pas envie de favoriser les Alouettes parce que l'attaque marche pas. Mais toi, je sais que tu vas y aller avec les Alouettes. Dernier match entre les deux, puis on avait notre équipe au complet, on les a détruits. Ouais. On en revenait de notre série de défaites, de 5 défaites, qu'on disait que ça allait vraiment pas bien. Alexander revient, on les a poutrés. Donc on va encore les poutrer, m'en fous. Coupe Grey! C'est bon. Moi, je vais juste faire différence, je vais dire les Rough Riders. Non, mais ça va être un bon match serré, je dis ça, mais ça va vraiment être serré. Je pense pas qu'il va y avoir de blowout. Un 19-16 ou 24-21 dans ces eaux-là, ça pourrait vraiment ressembler à ça. Là. Effectivement, donc ça va être vraiment à surveiller dimanche prochain, le 16 novembre. Maintenant, on va passer du côté notamment du tennis, du soccer, puis un peu de hockey, puis on va avoir un invité pour ça. Maintenant, on est rendu au bloc où on va parler de tennis dans ce segment d'actualité avec Jérémy Corriveau qui est déjà venu pour 2 épisodes. Donc, Jérémy, j'espère que ça va bien. Ben oui, ça va super bien, les gars. Vous autres, comment ça va? Ça va oui, ça va. Donc là, Jérémy, aujourd'hui, on t'a invité parce que là, présentement, au niveau du tennis masculin, c'est les finales de l'ATP. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ce tournoi-là, il fonctionne en tant que tel? Comment, c'est quoi la formule, le nombre de joueurs qui sont... en tout cas, la formule du tournoi? Ben, en fait, c'est un tournoi qui réunit les 8 meilleurs au monde d'ici la fin de la saison. Donc, on a les 8 meilleurs joueurs. Et là, on vient d'apprendre récemment que Novak Djokovic, juste après sa victoire d'Athènes, en fait, s'est enlevé du tournoi. Donc, Lorenzo Musetti, qui était 9e, a pris la place de Djokovic. Mais sinon, on y retrouve Sinner,
Alcaraz, Zverev, Shelton, Fritz, de Minaur, Auger Aliassime et Musetti. Donc, ces 8 joueurs sont divisés dans 2 groupes. Les groupes sont divisés à peu près selon le classement. Là. Je pense qu'il y a un certain hasard, mais il y a quand même une certaine équité dans les 2 groupes. Donc, ça veut dire que chaque joueur dans les groupes vont s'affronter l'un l'autre et les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les demi-finales. Et ensuite, il va y avoir des matchs de demi-finale qui vont se disputer et les gagnants s'affronteront en finale. Et c'est quand même un tournoi très prestigieux côté points parce que chaque victoire, si je me trompe pas, vaut quand même plusieurs centaines de points. Et le gagnant remporte quand même 1500 points. Donc c'est plus qu'un Masters 1000. Et en fait, c'est entre un Masters 1000 et un Grand Chelem. Donc, c'est quand même beaucoup de points que tu peux empocher en gagnant ce tournoi-là. Donc, c'est sûr que les 8 meilleurs joueurs seront à leur meilleur niveau. Il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est Félix, qui est un Canadien, un Québécois, qui est présent dans le top 8. Mais qu'est-ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'en début de saison, on le voyait pas du tout se rendre là. Il était comme 30e et plus au monde. Donc, est-ce que tu peux me parler de sa saison, puis comment, si tu crois qu'il peut avoir des chances dans ce tournoi-là? Écoute, pourtant, il a bien commencé sa saison, faut le dire. Il a remporté un tournoi 250 juste avant un tournoi préparatoire aux internationaux d'Australie, celui d'Adélaïde. En Australie, ça avait un peu moins bien été, mais sinon, après le tournoi, ça allait relativement bien. Il avait remporté un autre 250 à Montpellier, avait fait la finale à Dubaï, un ATP 500, avait perdu contre Tsitsipas. Mais c'est surtout à partir d'Indian Wells que là, on a senti vraiment une baisse de régime du côté de Félix, des performances un peu plus inconstantes, ce à quoi on avait un petit peu l'habitude ces dernières années. Donc, c'est sûr qu'il y avait de la déception de ce côté-là, mais on a vraiment retrouvé son niveau, je dirais, depuis Cincinnati, où est-ce que là, il s'est qualifié pour les demi-finales, pour les quarts de finale, pardon, à ce tournoi-là. Et après ça, ça n'a que continué, surtout au US Open, où est-ce que il a connu vraiment un tournoi extraordinaire, s'est qualifié pour les demi-finales, a battu Zverev en chemin, de Minaur en chemin, et le reste de sa saison a été excellent. Et on le sait, Félix, sa plus grande force dans la saison, c'est les tournois à l'intérieur. Donc, encore une fois, le moment où est-ce qu'il pouvait le plus empocher de points, c'était dans la fin de saison, là, à partir de septembre-octobre. Et il a réussi à bien le faire. Il a gagné un autre tournoi 250, a fait un excellent résultat à Paris-Bercy, où est-ce qu'il s'est rendu jusqu'en finale. Et même les quarts de finale à Shanghai. Donc vraiment une bonne fin de saison pour Félix. Donc c'est pour ça que c'est très mérité, selon moi, qu'il a sa place parmi les 8 meilleurs joueurs au monde. Et espérons qu'il sera en forme pour bien performer dans ce tournoi-là. Il a ses chances, on sait jamais, c'est quand même un tournoi de groupe. Donc, oui, tu peux perdre, admettons, contre Sinner, mais tu peux battre les 2 autres et quand même te qualifier en demi-finale. Donc, tu sais, tout s'ouvre pour lui. On va voir qu'est-ce qu'il est capable de nous réserver, Félix. Moi, j'ai vu son match aujourd'hui contre Sinner. Puis honnêtement, il a vraiment bien fait pour commencer le match. Première manche, ça s'est terminé 7-5 pour Sinner, mais c'était 6-5 Félix au service. Et pendant son point au service, on a vu qu'il a eu mal à 2 occasions, vraiment dans sa jambe gauche. On a vu qu'il y a eu des difficultés. Puis ça a le fait qu'il a été brisé, il a perdu la première manche. Pour ça, il est parti comme 7-8 minutes entre la première et la deuxième manche, avoir des traitements. Et on a vu que c'est pas revenu. Il a essayé de jouer, mais tu voyais que son appui était pas pareil, des fois à son service. Puis il a perdu à la deuxième manche, c'était 6-1. Donc vraiment, c'est décevant parce qu'il était nez à nez avec Sinner. Donc, espérons que pour le reste de son tournoi, il puisse revenir en santé, parce qu'il joue pas demain, il joue après-demain. Donc, espérons qu'il puisse bien terminer et se qualifier pour les demi. Mais sinon, pour ce tournoi des finales de l'ATP, c'est qui que tu as comme prédiction qui va l'emporter? Écoute, il y a une grosse bataille qui va jouer pour la première place mondiale dans ce tournoi-là. On sait ça va se décider là, cette première place-là. Ça va être entre Sinner et Alcaraz. Et je pense que les deux vont vraiment être à leur meilleur. Les deux ont une saison extraordinaire, surtout en Grand Chelem, 2 Grands Chelems chacun.
Sinner s'est qualifié dans 3 finales, Alcaraz, 3 finales aussi. Donc, ça va être hautement disputé entre ces deux-là. On sait que puisque Sinner a énormément de points à défendre, puisque c'était le champion en titre, c'est lui qui devra faire une grosse performance, alors qu'Alcaraz a beaucoup moins de points à défendre. Donc, on verra bien, mais Sinner ne va pas se laisser abattre, c'est sûr. Je pense qu'il va nous donner son meilleur tennis. Et je crois que, et en plus, il est devant ses partisans. Donc, je crois qu'il a ses chances quand même pour le remporter et peut-être bien préserver sa place de numéro 1 mondial. Puis dans les 6 autres, est-ce que tu en as un qui pourrait surprendre? C'est sûr qu'il est plus difficile parce qu'il y en a comme Zverev qui ont de la misère à performer dans les grands moments. Mais est-ce qu'il y en a un qui pourrait te surprendre selon toi? Euh, oui, effectivement, c'est dur à dire. Mais de ce qu'on a vu les 2 premières journées, euh, peut-être Taylor Fritz, on sait qu'il a fait la finale l'an dernier. Et lui aussi, c'est un gars qui est très bon sur les surfaces rapides, les surfaces intérieures. Donc, Fritz pourrait nous réserver un bon tournoi. Je sais pas. T'sais, tant qu'il y a Alcaraz ou Sinner dans le chemin, je pense pas qu'il pourra aller chercher un titre à ce tournoi-là. Mais potentiellement une autre finale, je pense que c'est encore possible pour lui. Puis ma dernière question, c'est Djokovic a déclaré forfait, il n'est pas allé. Donc Musetti et Félix qui se battaient pour la 8e place, les deux ont participé. Est-ce que ça annonce peut-être qu'il va moins jouer l'année prochaine, peut-être une retraite bientôt, parce que c'est quand même un gros tournoi qui va pas, puis il commence plus à être jeune là. Ben, on le voit déjà venir un peu dans la dernière année, puis même cette année. On sait que Djokovic commence à avoir un calendrier beaucoup plus sélectif. On le sait que l'ATP exige aux joueurs de jouer un nombre minimal de tournois, surtout selon ton classement. Je sais qu'il y a un nombre de Masters 1000 à jouer pour que tu ne sois pas pénalisé. Je connais pas la règle exacte. Mais je crois que Djokovic est rendu à un stade de sa carrière où est-ce que ça ne l'affecte plus vraiment de suivre ces politiques-là. Il va vraiment, il va vraiment suivre ce que son corps lui dit et ce que sa famille lui dit. Je pense qu'il est rendu à un moment où est-ce que il veut se concentrer un peu plus sur sa famille, passer du temps avec sa famille, prendre un peu plus de vacances aussi. On sait que justement, il a fait le tournoi à Athènes parce que il habite maintenant là-bas, c'est rendu chez lui à Athènes. Donc c'est pour ça que gagner ce tournoi-là, même si c'était un tournoi 250, ça a eu un grand impact pour lui. Donc je crois qu'on voit ça du côté de Novak Djokovic. Je dirais pas qu'il semble vouloir s'arrêter bientôt. On dirait qu'il a encore envie de continuer. Et d'ailleurs, il semblait dire dans une entrevue avec Piers Morgan qui devrait sortir dans les prochains jours qu'il voudrait peut-être même se rendre jusqu'aux Olympiques de 2028. Donc, il pourrait rester jusqu'à ce moment-là. Est-ce qu'il va vraiment le faire? On ne sait pas. Mais s'il va jusque-là, je pense que oui, il fera beaucoup moins de tournois. C'est sûr que s'il est capable de décrocher un autre titre du Grand Chelem, il va le tenter. Ça, c'est certain. 25 Grand Chelem, c'est quand même l'objectif d'une vie, surtout qu'il a déjà battu tous les records. Alors pourquoi pas continuer d'en battre plus? Donc, mais ce sera des calendriers effectivement beaucoup plus tranquilles du côté de Novak Puis Djokovic. en plus, on le voit, il y a encore le niveau, comme tu as dit, il a gagné le tournoi d'Athènes, donc on voit qu'il se bat encore pour les tops. S'il continuerait, mais qu'il perdrait tout le temps aux 2 premiers tours, c'est moins le fun. Mais à part Sinner puis Alcaraz, il perd souvent contre eux, comme tout le monde, là, en fait, ben, il y a encore le niveau pour être dans le top Ben, mondial là. exact, tu sais, on l'a vu dans sa saison de Grand Chelem. Djokovic a une très bonne saison de Grand Chelem en passant, en fait, les demi-finales dans les 4 Grands Chelems, qui, pour un gars de 38 ans, est très, très bien, là. Tu sais, c'est même, je dirais même meilleur ou presque meilleur que ce que Federer arrivait à faire à cet âge-là. Donc, c'est franchement très impressionnant, mais oui, on le voyait justement dans ces tournois-là. Euh, Dès qu'il y a Sinner ou Alcaraz dans son chemin, il n'arrive plus à suivre en raison de son âge, en raison de ses capacités physiques. Il n'est plus rendu à un niveau où est-ce qu'il est capable
de suivre ces deux-là, surtout dans un grand chelem où est-ce qu'on est dans un 3-5 chez les hommes. Donc, c'est dur à suivre, mais il peut encore se rendre loin dans ces gros tournois-là, ça c'est certain. Sinon, maintenant, on a un autre sujet qu'on voulait parler avec toi, vu que tu connais plus le soccer que nous. C'est Ronaldo, que ça va moins bien, disons. Là. Oui, accordé une entrevue la semaine dernière avec justement le journaliste britannique Piers Morgan, où est-ce que il a avoué beaucoup de propos très controversés. Il a vraiment laissé sortir complètement sa façon de penser. Euh, on dirait il, on dirait que ça ne l'affecte, on dirait que ça ne lui dérangeait plus le fait d'être humble, de garder sa bonne image. On dirait que là, il est rendu dans un stade où est-ce que il va vraiment tout avouer, qu'est-ce qu'il ressent vraiment, peu importe ce que les gens en pensent, peu importe les critiques qu'il reçoit. Donc là, c'est vraiment laissé aller. Euh, il y a eu beaucoup de comparaisons avec Messi et beaucoup de contradictions dans les différentes entrevues qu'il a données. On le sait que dans plusieurs entrevues dans le passé, surtout avant la Coupe du Monde en 2022, il l'avait avoué, la Coupe du Monde, c'était un rêve pour lui de remporter ça. Et on croyait que ça l'était toujours et que potentiellement, ça allait le motiver pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Et là, dans son entrevue avec Piers Morgan, dit la Coupe du Monde, ce n'est plus un rêve pour moi. Donc, je pense que ça l'a surpris pas mal tout le monde. Et là, on voit que probablement parce que euh, Messi l'a gagné, est-ce que ça le dérange le fait que Messi l'a gagné, que là, ne se sent plus le besoin d'accomplir ce rêve-là et que là, c'est rendu un tournoi de juste 6-7 matchs, alors que je dirais pas mal tous les joueurs se battent du plus grand de leur volonté pour remporter ce tournoi-là, qui, on le rappelle, est seulement aux 4 ans. Tu sais, je pense que les gars, ce serait, ce serait justifié de dire que c'est probablement le tournoi le plus prestigieux, peut-être tout sport confondu, Oui. là. C'est comme le La sport le Coupe plus du Monde, écouté de tout, là, de tous les sports confondus. Là. C'est partout dans le monde, c'est pas juste en Europe, c'est partout, tout le monde y va, tout le monde veut l'emporter, puis pour vrai, ce qu'il dit, ça a vraiment exact, pas de sens. Là. exact, tu sais, c'est un tournoi qui se passe aux 4 ans, puis je pense que peu importe si tu es un joueur de soccer ou non, fan de soccer ou non, si tu étais dans ces circonstances-là, je pense que n'importe qui voudrait gagner une Coupe du Monde, là. Donc, tu peux pas me dire que c'est pas un rêve de remporter la Coupe du Monde. Je pense que ce serait un mensonge, là. Genre juste, Euh, regarde-le quand il a célébré, quand il a gagné l'Euro, imagine la Coupe du Monde. Genre, il était hyper heureux, il a joué jusqu'à se blesser pour son équipe pour l'Euro, mais la Coupe du Monde qui est encore plus grosse, ça, non, on s'en fout, on n'a plus besoin. oui, puis justement, on avait vu à quel point sa défaite contre le Maroc en 2022 avait eu un gros impact, part du terrain en larmes complètement. Donc, ouais, pour moi, ça ne fait pas, ça n'a pas de sens du tout. Et même là, on le remarque aussi, compare beaucoup la ligue dans laquelle il joue avec d'autres ligues européennes très puissantes. A comparé, ben, on le sait, il a dit que la Ligue d'Arabie Saoudite est meilleure que la Ligue française, donc la Ligue 1, composée là, du PSG, l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Lyon, tous ceux-là. Meilleur que la Ligue du Portugal, donc avec le Benfica, avec le FC Porto, tout ça. Pour moi, c'est même pas une comparaison, les gars. Je sais que l'Arabie Saoudite ont des joueurs puissants en ce moment, mais on va se dire pourquoi l'Arabie Saoudite ont ces joueurs-là, et on va se le dire en français, les gars, c'est pour les contrats. Ouais. OK? C'est des joueurs qui on dirait que la passion du sport n'est plus leur priorité ou le fait de gagner les plus gros trophées au monde, ce n'est plus ce qui est c'est plus ce qui est tant important pour eux, mais Ouais. vraiment juste
le chèque que tu reçois à la fin à la fin de ton mois. Donc, pour moi, ce n'est pas un sentiment d'accomplissement là, d'aller dans cette ligue-là. Et ce n'est pas parce que tu performes bien là-bas que tu performerais euh, aussi bien dans des ligues justement comme la Ligue française et la Ligue du Portugal. Pour moi, il n'y a aucune comparaison là-dessus. Et tu compares des équipes qui n'ont aucune histoire à des équipes qui ont littéralement remporté la Ligue des champions il y a plusieurs années, là. Donc, Ben, non. juste cette année, PSG a tout remporté. Ils ont même Dembélé qui a le ballon d'or. C'est pas une équipe de la Ligue à Ronaldo qui va faire Exact. ça, là. Puis même là, quand tu compares avec la Ligue du Portugal, le Benfica a remporté des ligues des champions, le FC Porto a remporté des ligues des champions, donc il n'y a même pas aucune comparaison. Et le pire, les gars, là, je vais vous le dire, le pire qu'il a dit, c'est quand il a dit que c'est plus difficile à marquer dans la Ligue d'Arabie Saoudite que la Ligue d'Espagne, là, avec le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético Madrid. Ça n'a aucun sens. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il a essayé de prouver dans ce point-là et je sais, en tout cas, j'espère que personne ou presque personne, en tout cas, surtout les connaissants de soccer, sont d'accord avec ses propos parce que là, euh, pour moi, on est dans l'insensé là en ce moment. La Liga restera toujours une ligue top 3 au monde et le sera toujours, peu importe les générations qui en découlent. Mais il y a aucune comparaison à faire avec l'Arabie Saoudite, ça c'est certain. Euh, donc, non. Aucun. Voilà. Mais il y a un bout qui a dit pour la Coupe du Monde que Messi qui la gagne avec l'Argentine, c'est moins impressionnant parce que l'Argentine n'avait déjà gagné, que si lui il gagnait avec Portugal, ça voulait plus dire de quoi. Puis là aussi, j'ai vu des posts qui disaient, ben, ça veut dire que les Ligues des Champions qui ont gagné avec Real Madrid veulent rien dire parce que Real Madrid en Ouais. gagne souvent. C'est ça C'est que ça veut dire exactement maintenant? ça. On l'a vu, même quand il est parti, le Real Madrid gagnait quand même des Ligues des Champions. Est-ce que ça veut dire que, parce que là, puisqu'il est parti, oui, il a gagné des Ligues des Champions avec le Real Madrid, mais il en gagne quand même. Bon, c'était quoi son importance avec le Real Madrid? Peut-être qu'elle n'était pas si importante que ça. Alors que si on regarde Messi maintenant avec le FC Barcelone, le FC Barcelone a remporté 5 Ligues des Champions. Messi en a remporté 4 des 5 avec le FC Barcelone, là, quand on y pense. Donc, Messi a littéralement créé l'histoire du FC Barcelone, si on le voit comme ça, là. Donc, ça aussi, c'est une comparaison complètement folle de sa part. Ouais, donc vraiment, j'ai même vu sur les réseaux qu'il y a des fans qui étaient fans de Ronaldo depuis très longtemps, qui changent de fusil d'épaule, ils trouvent vraiment que ça n'a pas de bon sens. Parce que oui, il y a peut-être des trucs controversés, mais c'est surtout le fait qu'il se contredit avec des trucs qu'il a dit dans le passé. Donc ça, c'est vraiment le pire. Et un dernier sujet qu'on voulait parler avec toi, vu que tu es aussi un très grand fan des Canadiens, c'est de parler de la dernière semaine des Canadiens qui ont eu 3 matchs. Donc toi, qu'est-ce que tu as pensé de la semaine des Canadiens, commençant avec le match contre les Flyers? Ben les gars, pour le match contre les Flyers, faut dire honnêtement une très grande résilience du groupe. C'est pas la première fois qu'on dit ça. Et ce sera probablement pas la dernière. C'est un groupe tellement jeune, donc c'est sûr que la résilience fait partie de leur vocabulaire. Je pense on croyait tous que c'était perdu. Ouais, Dès, trois les zéro en 5 première. premières minutes de jeu, mais ils ont su se reprendre en force. C'est dommage par contre qu'ils sont pas allés chercher les 2 points. C'était la même chose contre les Devils, une avance en milieu, fin de troisième période qu'on n'arrive pas à garder pour échapper les points. Ça aurait pu être une semaine parfaite, là, 6 points en 6. Mais finalement c'est 4. Mais euh, ça a été une bonne semaine quand même en général. Et je pense qu'il faut parler quand même du travail de Samuel Montembeault. On sait qu'il a été très critiqué depuis le début de la saison. Moi, le premier. A su se reprendre vraiment en force après son départ difficile contre Philadelphie et a joué un très bon match contre le Mammoth samedi. Donc, honnêtement, Montembeault commence à nous montrer que
peut-être qu'il va reprendre sa place de numéro un. Tu sais, il y en a qui disent qu'ils l'ont perdu, il y en a qui disent qu'il est encore numéro un. Bon, tu sais, je pense encore que ça peut être un débat parce que quand on le regarde comme ça, oui, Dobesh a eu sa première défaite de la saison contre les Devils, mais ça reste déjà même pas une défaite en temps réglementaire, donc c'est même pas une défaite qui fait si mal que ça et qui le fait tant mal paraître aussi. Donc, tu sais, je pense qu'il y a encore une discussion à avoir, mais Montembeault vient de montrer là, il veut sa place, en tout cas, en tant que numéro un cette saison. Mais moi, pour être honnête, je serais pas contre de faire un peu comme les Bruins ont fait, c'est en 2023, si je me trompe pas. Ben, l'année qui était premier au classement, qui ont battu tous les records, c'était Oui, un partage moitié-moitié entre Ullmark et Swayman. Ça a même aidé Ullmark à avoir des statistiques incroyables, qui a gagné le Vezina. Donc pourquoi pas séparer moitié-moitié. Les deux gardiens jouent bien, puis ça fait qu'il sera pas surtaxé. Puis si jamais il y en a un qui a une ouais, petite passe moins bonne, ben tu fais jouer un peu plus l'autre. Puis pour vrai, moi je suis vraiment pas contre ça. C'est tant mieux si on a deux gardiens qui fonctionnent. exact. Puis on sait que Montembeault a joué énormément de matchs la saison dernière. Il en a joué 62. Donc, on le sait, il a été excellent en séries éliminatoires. Et justement, le fait qu'il a tellement joué en saison, ça l'a complètement usé durant les séries. Donc, justement, je pense que ce serait une bonne idée de, oui, les vraiment plus partager les rôles entre ces deux-là pour que justement, il n'y en a pas un qui soit surtaxé en série, puis que les deux soient en forme. Puis justement, tu sais, ça les pousse l'un l'autre, ces deux-là, à donner leur meilleur. Le fait qu'il y a une compétition, tu sais, je dirais pas une compétition, tu sais, je pense que ça reste encore une compétition amicale, là, tu sais. Mais tu sais, vraiment donner un 50-50 à ces deux-là, je pense que c'est ça les pousserait à donner tout le temps leur maximum chaque match. Puis non, je vois pas de négatif là-dedans du tout. Sinon, il y a quelques points que je veux aborder. C'est premièrement, Zegras contre le Canadien était vraiment bon. Ça passe en arrière de lui-même, c'était vraiment magnifique. Puis il y a une très bonne saison depuis le début avec les Flyers, points par match. Est-ce que tu penses que le Canadien aurait dû finalement, puisqu'il y a eu plusieurs rumeurs pendant des années de faire une transaction avec lui, est-ce que tu penses que ça aurait pu être intéressant d'aller le chercher? Ou peut-être que ça n'aurait pas fonctionné avec le Canadien et tout, là? Ben, on peut pas vraiment savoir à quel point ça aurait cliqué avec le Canadien et on ne sait pas à quel point la reconstruction aurait évolué de la même manière si on était allé chercher Zegras. Donc pour moi, j'aurais rien changé. Je pense que Kent Hughes et Jeff Gorton avaient un plan de départ. Ils ont suivi leur plan de reconstruction et écoute, on les voit jouer en ce moment et je pense qu'on est plus qu'impressionnés et on n'a plus envie de manquer un seul match tellement on a envie de les regarder. C'est tellement beau leur énergie, c'est tellement beau ce qu'ils amènent sur la patinoire tout simplement. Donc il y en a beaucoup qui vont dire oui, Zegras est un talent fou. Tu sais, on l'aurait peut-être échappé, mais non, je ne doute pas en tout cas du travail de Kent Hughes. Pour moi, il n'a que fait. Il ne m'a seulement impressionné par chaque transaction ou idée là, qu'il avait derrière la tête. Un autre point que je veux amener, c'est Alex Newhook, qui connaît une très bonne saison cette année. On dirait qu'il éclot. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on le sait, contre les Devils, c'est à cause de lui, ben, pas la défaite, mais l'erreur en prolongation. C'est lui qui a fait le revirement, qui a amené Jesper Bratt en échappé pour le but gagnant. Mais qu'est-ce que je veux parler, c'est que après ce match-là, il a connu probablement son meilleur match en carrière avec les Canadiens contre Utah. Il a vraiment été partout, que ce soit défensivement, en attaque. Son but était juste incroyable, la passe sur le but de Suzuki. Donc, qu'est-ce que tu penses de Newhook cette année, puis de vraiment sa résilience à être revenu avec une grosse performance après son erreur? Ben les gars, je pense pas que vous m'auriez cru si je vous avais dit euh, après, là, on est rendu à quoi? On est 15 rendu à matchs. 15 matchs. Ouais. 15 matchs. Après 15 matchs, Newark a 12 points. Je pense pas que vous m'auriez cru, là. Non. Franchement, euh, il a un excellent début de saison. Oui, une erreur qui nous a probablement coûté le match contre les Devils. Mais écoute, c'est tellement bien repris dans le match de samedi qu'on peut pas s'acharner sur son cas. Il a été
tout simplement flamboyant contre le Mammoth. Quelle feinte pour marquer son but, pour donner l'avance aux Canadiens. Franchement, j'ai été épaté. C'était vraiment un but là, des ligues majeures. Là. Probablement dans les meilleurs du mois. Là. En tout cas, j'espère là, vraiment. Il a été fort impressionnant, Newhook, et je pense qu'il va continuer de se pousser. Il a envie d'évoluer, a envie d'être aussi, euh, il a aussi d'évoluer avec les meilleurs coéquipiers qu'il peut, avec qui il peut évoluer. Donc, oui, je vois que du positif, en tout cas du côté de Alex Newhook. J'ai deux autres points à te parler jusqu'à maintenant. Il y a Dobesh qu'on a parlé un peu, c'est une recrue. On a aussi deux autres recrues qui vont super bien. Demidov, qui est la dernière fois que j'ai regardé, était le meilleur pointeur chez le recrue. Et on a Oliver Kapanen, qui est le deuxième centre des Canadiens, qui est dans les top recrues aussi avec 10 points. Donc, qu'est-ce que tu penses des recrues du Canadien jusqu'à maintenant cette année? Je pense que ça aurait été la même chose pour Oliver Kapanen. Je vous aurais dit, il a 10 points en 15 matchs, vous m'auriez pas cru non Et que plus. c'est Là. lui le deuxième centre, là. Exactement. Donc, tu sais, a joué peu de matchs avec le Canadien la saison dernière, mais on n'avait pas tant été impressionné tant que ça. Mais écoute, commence la saison en feu, est impliqué dans presque tous les buts, on dirait. Et on voit vraiment la chimie s'installer avec Demidov. Il y a vraiment une énergie extraordinaire entre ces deux-là qui les fait produire l'un l'autre. Si c'est pas Kapanen qui marque, c'est Demidov. Si c'est pas Demidov qui marque, c'est Kapanen. Franchement, ils sont très beaux à voir. Et en tout cas, pour l'instant, on a une bataille qui se fait dans le quart 2 entre coéquipiers, que ce soit Demidov, que ce soit Kapanen ou même Dobesch, comme je l'ai dit, aucune défaite en temps réglementaire pour l'instant cette saison, a joué des excellents matchs. Pour moi, il n'a pas encore été décevant dans un match. Oui, il y a des matchs qui auraient pu faire mieux, mais ça reste que il ne s'est jamais fait humilier ou fait recevoir une clinique dans un match. Il a fait son travail à chaque fois et on peut rien lui reprocher. Et tu vois à quel point ça a eu de l'impact pour lui, là. Juste le fait d'avoir une défaite contre les Devils, là, ça a eu un grand impact pour lui. Et on le sait, là, qu'il va tout faire, qu'il va travailler à son maximum pour éviter les défaites, là. C'est un gars très travaillant qui, on le voit, accepte pas la défaite. Donc, il va se battre à chaque match, ça, c'est certain. Puis avec Kapanen qui joue aussi bien, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher un deuxième centre ou peut-être pas tout de suite. Ça a l'air de fonctionner. Tu veux peut-être pas briser la chimie. Donc peut-être, là, c'est sûr qu'on n'extrapole, mais trois finalistes pour le quart 2. On sait jamais. Ça Ah, m'étonnerait. Il y a écoute, Schaefer il y a Schaefer qui joue vraiment bien, là, mais c'est pas impossible. ouais, Schaefer est impressionnant, mais déjà, c'est juste le fun de voir trois recrues du Canadien vraiment si bien jouer. Et effectivement, être des candidats pour l'instant, la saison est encore jeune, mais pour l'instant, dans le quart 2, franchement, c'est très beau à voir. Puis le dernier point que je veux apporter, c'est Caulfield contre le Mammouth qui a encore marqué deux buts. Il est dans le top 5 des meilleurs marqueurs de la ligue. Est-ce que tu penses qu'il peut enfin atteindre 40 buts et peut-être même, on sait jamais, 50 s'il continue sa progression? Ben, on sait que Caulfield a toujours eu des très bons débuts de saison, mais celui-là est vraiment au-dessus des autres qu'il a eu. On sait qu'il a passé très proche. La saison dernière, il était à 37. 37 Ouais. buts. Donc, je pense que cette année, c'est la bonne pour Caulfield et euh, on le voit là, tout le temps affamé, tout le temps le vouloir de marquer. Et là, même là, on l'a vu quand le Mammoth marque un but sur un espace tellement restreint. Je pense que la dernière chose à quoi on s'attendait, c'était qu'il tirait au but. Là. En tout cas, je parle pour son premier but. Mais non, franchement, son désir de marquer est là. Puis je pense que bien évidemment, le fait d'être sur le premier trio encore avec Suzuki et Slavkovski, qui eux aussi ont un très bon début de saison, qui peuvent très bien l'alimenter.
Donc, non, je vois effectivement une grosse saison de Caulfield et le 40 buts sera, il va dépasser selon moi, cette étape-là. Peut-être même 45, on ne sait jamais, on verra bien. Mais merci beaucoup, Jérémy, d'être venu nous parler. D'habitude, tu viens seulement pour le tennis, mais on le sait que tu es très bon dans d'autres sports. Puis pour le soccer, c'est vraiment pas notre force, donc tu as pu nous aider. Donc merci beaucoup d'être venu sur l'instant sportif. Ben, merci les gars, toujours d'être content d'être avec vous, peu importe que ce soit tennis ou même d'autres choses. Très, très content d'être là. Pour continuer avec le hockey, il y a quelques joueurs qui ont encore marqué leur premier but. Là, il y en a beaucoup moins cette semaine, il y en a seulement deux. Il y a Dalibor Dvorsky, un ancien choix de premier tour des Blues, il a marqué son premier but, et Oliver Moore avec Chicago qui a marqué son premier but. Et un qui a marqué pas son premier but, plus son 900e but, c'est Ovechkin, Ça, que le premier de ouais. l'histoire à atteindre les 900 buts, comme on le sait, c'est lui qui mène la Ligue nationale dans les buts dans l'histoire. Donc un gros plateau. Est-ce qu'il va rester encore quelques années pour peut-être atteindre le 1000? Parce que là, s'il marque, cette année, il marque moins que l'année passée. Il est revenu à être normal. L'année Ouais. passée, c'était un peu crazy comment il marquait. Donc là, si ça y prend encore 3 ans, cette année plus 2, même là, ça fait beaucoup de buts. Peut-être qu'il va essayer de rester un an de plus pour atteindre le 1000, parce qu'imagine, il est à 980, genre. Est-ce que Ouais, non, tu tu restes pour restes. faire le 1000? Ouais, oui, tu restes. Tu Mais en restes. même temps, il a dit qu'avant qu'il soit plus bon, il veut aller finir en Russie. Ouais. Donc Mais tu sais, ça Datsuk laisse... est encore bon en cachet à 45 ans. Fait qu'écoute, Ouais, donc moi, je suis on va lui. voir qu'est-ce qui va arriver. Sinon, complètement l'inverse de Ovechkin, la Ligue nationale cette année, à chaque année, il y a comme un joueur jeune qui vraiment il explose puis il devient un des meilleurs. Mais là, cette année, on dirait que c'est plus que d'habitude. Il y a vraiment énormément de bons joueurs. Donc, premièrement, si on regarde du côté des recrues, il y a Matthew Schaefer avec 11 points. C'est un défenseur, puis il est dixième d'un point d'un défenseur de la Ligue. Il est vraiment très très bon. Il joue beaucoup de minutes. Il y a Ivan Demidov qui a 13 points. C'est le meneur des recrues. Donc, il joue vraiment bien, proche de 1 point par match. Sinon, dans toutes les dans les autres jeunes joueurs. Il y a Leo Carlson, 25 points, deuxième meilleur de la ligue. Il y a Connor Bedard, 25 points lui aussi. Macklin Celebrini, 24 points. Cotter Gauthier avec les Ducks qui vont super bien, 20 points. Matthew Nice, 20 points lui aussi. Wyatt Johnson, 20 points. Tous des joueurs qui sont en haut d'un point par Ouais. match. Il y a même Len Hudson en défense qui est quasiment un point par match avec 13 points, qui est top 5 des meilleurs défenseurs, troisième pour être précis. Donc pour vrai, on dirait que cette année, il y a vraiment un tournant, surtout avec Leo Carlson, Bedard, Celebrini. C'est vraiment incroyable de voir ça. Ils sont Mm. par-dessus des gars comme McDavid. Là, je sais pas, après lundi soir, c'est avant les matchs de lundi soir qu'on vous dit ça. Donc vraiment incroyable de voir ça dans le national. Il y a vraiment un changement de cap, puis c'est beau à voir. Puis est-ce que des gars comme Bedard, Celebrini pourraient faire Team Canada? S'ils jouent de même, ils le méritent, là. Effectivement, donc non, c'est vraiment très très impressionnant en tant que tel. Puis aussi, il y en a certains, c'est pas des super équipes qui font ça. Parce que Carlson puis Coty, oui, les Ducks vont bien, mais tu sais, tu penses c'est les Bruni puis Bedard, les Blackhawks puis les Sharks, c'est pas les Ben, meilleures équipes de la ces ligue. trois équipes-là, on pensait pas qu'elles allaient être bons, puis ils surprennent cette année justement à cause de leurs jeunes Ouais, joueurs, là. effectivement. Donc c'est très intéressant, puis ça va être intéressant aussi à suivre pour la fin de la saison. On va rester un petit peu dans le hockey, mais on va aller du côté féminin. Parce que du côté de la PWHL, on a dévoilé les identités des deux nouvelles équipes. On sait que cette année, il y en a une qui s'en vient à Seattle et une autre à Vancouver. Donc, ça va être le Torrent de Seattle et les Golden Eyes de Vancouver. Rien à voir avec le film de James Bond, d'ailleurs. Au niveau de l'identité des équipes, toi, PO, t'aimes-tu les logos? T'aimes-tu le nom? Ben, Seattle, ok, je comprends que le S fait comme les vagues, Ouais, mais je trouve que c'est vraiment similaire à lui de Seattle. Oui, c'est pas pareil, mais les deux c'est un S avec des couleurs ouais, similaires. ouais, Mais c'est ça cool, reste ça, que le souvent. logo n'est pas laid. En tant que tel, le logo est beau. Et pour les Golden Eyes, je comprends que c'est genre un oiseau qu'ils ont là-bas et tout, mais quand tu le prononces vite, au début, quand je l'ai appris, c'était justement Jay qui était là un peu plus tôt, il m'en a parlé. Je pensais qu'il disait Golden Knights. Ouais, Genre, c'est vraiment proche, là. Je pensais vraiment que c'est ça qu'il disait, mais c'est Golden Eye. Je trouve que c'est vraiment proche, mais ça va avec ouais. un de leurs animaux, un de leurs animaux qu'ils ont là-bas, donc je peux comprendre. Mais sinon, les logos en tant que tels sont très beaux. Moi, je les aime bien. Moi, je trouve que Ben c'est. oui, non. Genre, je les aime mieux que genre la Charge d'Ottawa, là. Le Charge d'Ottawa, c'est vrai que le Charge d'Ottawa est rough en tant que tel. Non, lui de Vancouver, je le trouve vraiment solide.
Puis sincèrement, si je pense, lui de Vancouver, c'est pas le meilleur logo de la ligue, je sais pas il est où. Là. Je mettrais lui de la victoire quand même assez haut là-dedans. Peut-être mon préféré, lui de la victoire. Puis avec le Frost, peut-être pas loin aussi, mais je pense Vancouver au moins dans mon top 3 en tant que tel. Là. Fait que c'était ça pour les prochains, pour les nouveaux logos en tant que tel de la PWHL. Pour la saison de la PWHL, ça va commencer tranquillement. Ça va être plutôt du côté, ça va finir de commencer fin novembre, pardon, le 21 novembre avec un match entre le Frost du Minnesota et les Sceptres de Toronto. Pour ce qui est des deux nouvelles équipes, vont s'affronter aussi le 21 novembre, alors que le Torrent va être du côté de Vancouver pour y affronter les Golden Eyes. Et pour ce qui est de la victoire de Montréal, leur premier match va être dimanche le 23 novembre, alors qu'ils vont être du côté du Tsongas Center pour y affronter le Fleet de Boston. Puis aussi du côté de la PWHL, ce qui est à noter, c'est qu'elle va être de retour à nouveau à Québec cette année pour un match. Ça va être le 11 janvier, ce qui va tomber un dimanche en tant que tel. Sinon, rapidement, on va passer aux 3 étoiles. Une autre nouvelle, ça s'est su depuis quelques semaines quand même au niveau de la WNBA. C'est la première entraîneur-chef de l'histoire du Tempo de Toronto, qui est l'équipe féminine qui va arriver l'année prochaine en tant que telle. Il s'agit de Sandy Brondello. En gros, je lis un petit peu ses statistiques. Elle a gagné 2 fois le championnat de la WNBA en 2014 en 2024. Puis elle a également été entraîneur-chef de l'année aussi. Elle a notamment été l'entraîneur-chef du Liberty New York de 2022 à 2025 et du Mercury de Phoenix de 2014 à 2021. Donc, quand même, elle a quelques finales, quelques championnats au niveau de la WNBA. Donc, beaucoup d'expérience, une coach d'expérience du côté du Tempo de Toronto. Pour commencer avec une équipe d'expansion, c'est que les équipes d'expansion, peu importe la ligue, c'est jamais facile. Donc là, ça peut être très bon de commencer au moins avec un entraîneur d'expérience. Donc, ça va être intéressant à suivre. Le repêchage d'expansion va être dans les alentours de décembre, si j'ai vu. La loterie de repêchage de la WNBA, elle, va être le fin novembre en tant que telle. On ne sait toujours pas, par contre, où va être le placement du Tempo Toronto et de l'autre équipe d'expansion qui est à Portland en tant que telle. Donc, c'est pas mal tout du côté des actualités du sport. On va rapidement passer aux 3 étoiles avant de conclure l'émission en tant que telle. D'abord, la première, oui, on a parlé des jeunes dans la LNH qui s'illustrent fortement, mais c'est un vieux de la vieille. C'est notre première étoile. C'est Nathan McKinnon de l'Avalanche Colorado. En 3 matchs cette semaine, 4 buts, 6 passes, 10 points. Donc, quand même respectable. Respectable, 10 points en 3 matchs. C'est pas tout le monde qui fait ça. Puis en plus, Colorado, maintenant, sont au top de la ligue. Une très, très bonne équipe. Puis pour vrai, Nathan McKinnon continue. Là, il y a plusieurs personnes qui commencent à parler. Est-ce qu'il pourrait avoir un débat meilleur que McDavid? On sait pas. On sait pas. McDavid continue à bien jouer, mais vraiment, c'est les deux meilleurs. Puis pour moi, il n'y a pas de débat que c'est eux les deux meilleurs de la ligue. Puis il montre encore cette année. Nathan McKinnon vraiment très très fort. Là. Effectivement. Ben, de toute façon, les deux vont être du côté de Milan-Cortina pour les Jeux olympiques. Puis aussi, justement, on n'en a pas parlé, mais le Team Canada a dévoilé ses chandails pour les Jeux olympiques, ses chandails de hockey. Moi, j'aime bien. Ben, ils sont pas laids. Ils sont très similaires à ceux-là de 2022. Par contre, je suis le seul je pense pas que je suis le seul à penser que, par exemple, le chandail rouge, si la feuille d'érable avait été blanche, ça aurait été mieux. Ben moi, le seul détail que vraiment j'aurais changé, blanc, noir, les deux j'aurais aimé, c'est toi qui me l'as fait remarquer, c'est que les bandes sur les bras, ils font pas le cercle au complet. Ouais, Si elle avait fait le cercle au complet, pour moi, ça avait été parfait. Là. Mais c'est ça, les bandes en bas du chandail ne font même pas le tour du chandail au complet. Ils s'arrêtent, j'ai comme... Mais c'est bien, genre, paresseux de faire ça. J'ai pas compris le choix de design de faire ça en tant que tel. Puis aussi, il y a le truc que le troisième chandail, le noir, la feuille d'érable, les noirs aussi. Ça, je comprends pas ce choix-là non plus. Tu sais, on dirait, tu veux qu'elle sorte, non? Tu sais, tu veux qu'elle se démarque, t'as mets blanche ou rouge, tu sais, t'as mets pas... C'était déjà le cas en 2022, le contour est rouge, mais tu sais, ça se voit pas tant de loin. Hein. Donc, en tout cas, je comprends pas tout ce choix-là. Mais au moins, là, c'est sûr que ceux-là qui vont porter le chandail au mois de février prochain, ça va être Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan McKinnon, Cale Makar. Ce sera pas Eric Stahl et Jordan Wheels, c'est déjà le fun à noter en tant que tel. Donc là, Team Canada, niveau masculin, qui vont enfin, pour la première fois depuis 12 ans, avoir un bon niveau au JO d'hiver. L'équipe féminine, on sait qu'ils ont un bon niveau, il n'y a pas de doute en tant que tel. Mais au moins, au niveau masculin, ça va être de ce cas-là aussi. Puis justement, là, c'est sûr qu'on ne connaît pas encore la composition des équipes. On va les connaître un petit peu plus tard dans l'année, même si ça ne serait pas en début d'année prochaine. Parce que si je me souviens bien, et là, écoute ça va sortir des gros souvenirs. Si je me souviens bien, quand j'avais lu le livre quand j'étais plus jeune, Raconte-moi Max Pacioretty, la grosse référence ici, je me souviens qu'il avait su qu'il avait été sélectionné pour l'équipe américaine à Sochi lors de la classique hivernale, le 1er janvier. Ouais, je pense qu'ils ont comme jusqu'au 31 décembre pour officialiser leurs équipes.
on sait que comme Crosby, McCarr, McKinnon, McDavid vont être là. C'est ça, Ben, on sait. il y a 6 joueurs par équipe qu'on sait déjà. Ouais. Pour Team Canada, c'est Crosby, McDavid, Ouais. McKinnon, c'était Braden Point, McCarr, puis Puis sixième. c'est-tu Marchand? Ouais, Marchand? je pense. Ouais, attends, faudrait que j'ai vérifié. Mais je sais qu'il y avait seulement un défenseur, puis que Braden Point, une chance qu'il est déjà nommé parce qu'il n'y a pas le meilleur début de saison. Mais là, Tampa se reprend, donc il aurait quand même fait l'équipe. Mais ça ressemble à ça. Donc, toutes les équipes, on sait déjà 6 joueurs. Comme par exemple, c'est bien pour Matthew Tkachuk parce que comme il est blessé, il n'a pas pu se défendre, mais il est déjà là. Les 2 Tkachuk pour le Team USA. Donc, c'est déjà des joueurs qu'on sait déjà. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir. Peut-être que dans une couple de semaines, on pourrait faire les équipes que nous, on voudrait voir. Quels joueurs on prendrait. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Puis j'ai hâte de voir combien de joueurs des Canadiens vont les faire. Parce que un gars comme Dobèche, il peut se battre pour la place de gardien pour Team la Tchéquie. Pour la Tchéquie. Ben, il y a des locks. Déjà, Slavkovski est lock avec la Slovaquie. Peu importe qu'on aime ou pas Slavkovski, mais moi, je l'aime pas tant. C'est pas Marchand, c'est Sam Reinhart. Qui est déjà Sam Reinhart, ok. Mais tu sais, comme ce que je voulais dire, Slavkovski, même moi qui l'aime pas vraiment, tu sais, Slovaquie a pas un pays assez profond pour se permettre de l'enlever. Tu sais, c'est comme un des meilleurs joueurs slovaques dans la ligue présentement. Sinon, en tant que tel, j'essaie de penser. Ça va devoir. Si Hockey Canada décide d'être pas rancunier puis d'inviter Suzuki, non, ça serait quand même. Il mérite, là. C'est un des meilleurs joueurs cette année. C'est quand même le fun. Là. C'est comme là s'ils te font encore la connerie d'inviter Eden Hill puis pas de prendre Logan Thompson qui connaît un excellent début de saison. Ça m'a dit Bruce Cassidy, excusez, j'ai encore sorti l'expression que j'ai sortie pour John Elkann, elle m'a dit mets ton égo de côté et ferme ta gueule, là, j'en pourrais sincèrement. C'est probablement lui qui est le favori en ce moment pour le Vézina, puis l'année passée il était dans les top, puis en série il a prouvé qu'il était bon, puis non, c'est... Tu sais, je vais inviter quand même Binnington. Binnington, on sait dans les moments forts. À cause de sa finale des 4 Nations. Les 4 Nations, il a aidé. Ça a aidé à son cas. Mais Logan Thompson, tu peux pas ne pas l'inviter. Puis là, tu sais, il y a des gens qui parlent de début de saison Montembeault. Je vois pas Montembeault invité. Et Denis n'a pas les bonnes stats, là. Non, mais il est blessé en plus, c'est Denis, je pense. Donc, je pense qu'il est revenu depuis une coupe de match, mais je pense que Akira Schmidt joue mieux que lui. Puis en plus de ça, si tu regardes les autres gardiens, Blackwood il est revenu, mais c'est récent. Il y a Darcy Kemper qui joue correct. Il est comme à 900 de pourcentage d'arrêt ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas aucun gardien autre que Thompson vraiment qui sort du lot du niveau Canada. Là. C'est ça un peu le problème. Ça fait juste pour rappeler, le trio de gardiens en 2014, c'était Carey Price, Roberto Luongo, Mike Smith. Puis là même il y a des gens qui vont troller Mike Smith, mais Prime Mike Smith, c'était actuellement un très très bon gardien. Puis si t'avais besoin, il y avait des gars comme Fleury qui attendaient à côté. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, Fleury était encore bon dans ce temps-là. Puis si on parle des JO d'avant, 2010, c'était Brodeur, Luongo, Fleury. Ça va, tu sais, j'ai connu pire comme trio de gardiens. Tu sais, là, on est vraiment dans l'âge sombre des gardiens du Canadien. C'est plus les États-Unis qui ont des bons gardiens. Ouais. Ils ont Hellebuck, Oettinger, Swayman, Demko, puis Spencer Knight qui a vraiment cette année été incroyable. Donc, eux, c'est plus choisir lequel des bons qui se prend à nous, c'est trouver des gardiens qui méritent. Trouver le gardien qui est le moins pire de la gang, en gros. Puis, il y a Stuart Skinner qui veut jouer là. Peut-être qu'il va falloir lui expliquer qu'accorder 9 buts par match, c'est peut-être pas une puis que de Sell, dans le moment le plus important, il y a 2 ans, quand t'as laissé un croton, le deuxième but du match numéro 7, non merci. Puis que Bennington, lui, quand c'était le moment important, il a fait des arrêts sur Matthews. Que Stuart Skinner, dégage! Je pense pas qu'il va faire Team Canada, Stuart, désolé pour toi. Mais en même temps, l'année passée, on aurait-tu prédit Eden Hill, Bennington puis Montembeault? Ben, personnellement, tu sais, le trio de gardiens, je l'aimais pas, là. Moi, j'étais comme, non, mais ça, est-ce qu'on l'aurait prédit? On n'aurait pas prédit ça, donc on pourrait être surpris encore, là. Ouais, effectivement. Puis là, avec Bruce Cassidy puis les gens des Golden Knights, ce serait pas surprenant qu'ils non, mais Eden Hill, cette année, c'est vraiment moyen, là. Ben, ils vont le prendre pareil. Mais en tout cas, puis sinon, puis là encore là, par contre, les pays, il faut qu'ils se comptent chanceux au niveau du trio de gardiens, que la Russie peut pas être là, parce que la Russie, ça serait Shesterkin, Sorokin, Vasilevski, Bobrovski. Genre ça, c'est 4 gardiens comme ça, là. Non, mais juste pour te dire, cette année, en 5 games, c'est 888 pour Eden Hill. Là. Ça en mérite pas, là. Mais oui, j'avoue, Bobrovski, ça serait probablement genre quoi, Sorokin qui serait pas invité? Ouais, mais ça serait Bobrovski, Shesterkin, Vasilevski. J'ai déjà connu pire au niveau trio de gardiens aussi. Encore une chance, la Russie peut pas être là.
parce qu'il ne sera pas là, parce que sinon, c'est eux qui auraient le meilleur trio de gardiens, et de loin. Ça se battra avec les States en tant que tel. Sinon, on va revenir rapidement avec les deux autres étoiles. Les States, c'est des gardiens bons, mais le Buck en série, quand c'est des moments importants, ils gagnent pas. Oettinger, il a encore rien gagné. Swayman, cette année, puis l'année passée, c'est coup-ci, coup-ça. Spencer Knight, il est jeune encore. Demko, souvent blessé. Parce que oui, les gardiens sont très bons, je dis rien contre ça. Mais la Russie, c'est Bobrovski, gagnant des 2 dernières coupes. Vasilevski, 2 coupes aussi. Après ça, c'est Shesterkin, il est quand même capable de gagner. Il est allé loin en série souvent. Puis Sorokin, on l'invite pas. Mais Sorokin, il fait des miracles avec des Islanders. Fait qu'écoute, ça va. C'est des gardiens qui savent gagner. Là. Oui, effectivement. Donc, c'est pas mal tout pour le côté des gardiens. On va en parler dans les prochaines semaines. Je vais revenir rapidement sur les deux autres étoiles. Tellement écarté, c'était vraiment juste les 3 étoiles qu'on faisait. Là. Et j'espère que tu parles. Donc, la deuxième, on en a parlé tantôt lorsqu'on parlait de la victoire des Colts, mais c'est Jonathan Taylor, 3 touchés et 286 verges total d'accumulés. Gros match pour Jonathan Taylor en tant que tel, puis les Colts. La troisième étoile, on en a parlé en début d'émission, Lando Norris, qui a été promis dans toutes les sessions qu'il a fait, puis qui a pris une très bonne option sur le titre en tant que tel. Il reste 3 courses. Donc, ça va être surveillé dans les prochaines semaines. C'est la fin de notre épisode. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, on va revenir avec la NFL. On va revenir aussi avec la finale de la Coupe Grey. On rappelle, c'est dimanche soir. Ça va être à surveiller. Saskatchewan, Montréal. Ça va être à Winnipeg, si je me souviens bien. La Coupe Grey cette année est à Winnipeg. Si je me trompe pas. Mais en tout cas, sinon, on va continuer de parler de hockey en tant que tel. On va checker aussi du côté des finales ATP, voir les 2 autres matchs de Félix Auger-Aliassime. Si je me souviens bien, ces 2 autres matchs sont contre Ben Shelton et Alexander Zverev. Donc ça aussi, ça va être à surveiller. À voir si sa blessure l'impacte pas trop. Puis sinon, c'est tout en tant que tel. Donc j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis on va se retrouver la prochaine fois pour un prochain épisode.